Bonsoir, bonsoir. Désolé pour ce petit retard à l'allumage. Bienvenue pour l'atelier de ce soir. Apparemment, mon service informatique personnel est en train de me faire défaut. Désolé, c'est un plantage technique de mon ordinateur. Décidément, le matériel ces derniers temps est beaucoup moins fiable qu'en début d'année. Je pense qu'il va falloir demander au Père Noël une petite mise à jour. Bon, merci Olivier, je vois que tu es passé au travers des gouttes, tu es resté avec nous. Ravi de t'avoir avec nous ce soir pour justement reprendre peut-être des points qu'on avait évoqués ensemble suite à ton dernier message. Je vais relancer en même temps qu'on discute de mon côté la plateforme de trading et les tableaux de suivi sur Excel. Alors je demande 2 petites secondes, le temps de taper les logins et on va pouvoir attaquer directement avec le suivi du portefeuille, avec deux informations en particulier ce soir, à savoir la première, apparemment l'augmentation lente mais sûre ces derniers temps des besoins en marge de nos portefeuilles. La marge augmente, les margin requirements augmentent lentement mais sûrement. Alors, je ne sais pas si vous l'avez observé, je ne sais pas si toi Olivier tu l'as suivi dans ton portefeuille ces dernières semaines. En tout cas, on observe une augmentation de marge sur les comptes. Et puis, deuxième point intéressant, c'est que le troisième vendredi du mois vient de passer et on a justement des fenêtres de tir qui se sont réouvertes avec, notamment, on a eu un petit pic de volatilité la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, c'est l'occasion de repositionner un petit peu le portefeuille tranquillement avec la fin d'année. Donc, le temps que la plateforme se lance, je vais ouvrir 2-3 pages de chiffres pour voir un petit peu les chiffres de ce soir, ainsi que Isobourse. Et le VIX, oui, tout à fait, le VIX qui nous a fait une petite percée la semaine dernière et qui est complètement retombé vers ses plus bas ces tout derniers jours. Ce qui veut donc bien dire que le pilotage du VIX, le pilotage de notre volatilité est vraiment, vraiment, vraiment un enjeu pour nous parce que les fenêtres de tir ne sont pas très nombreuses. Et pour autant, quand elles sont là, il faut savoir tout simplement les saisir. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose pour ce soir, c'est notamment de faire le tour du portefeuille en tenant compte de ces éléments, voir ce que ça a comme impact sur l'évolution de la marge du portefeuille ces derniers jours. Alors, la plateforme est en train de finir de se lancer. Et en plus de l'impact sur la marge, du fait qu'on a récupéré un peu de liquidité avec le vendredi des assignations d'options, on va pouvoir, à mon avis, repositionner, certes, mais pas vraiment surfer sur la volatilité. Olivier, précisément, tu as profité de la volatilité pour faire tourner des positions la semaine dernière. Donc, tout à fait, il y avait des choses à jouer. Elles se sont produites. Là, sur le portefeuille que vous allez voir, j'ai simplement dû placer lors du dernier atelier des ordres de rachat qui se sont exécutés tout seuls. Et on va pouvoir voir maintenant que, maintenant que la plateforme est relancée et tout, on va pouvoir voir l'impact de tout ça. Alors, on va commencer déjà dans l'ordre avec ici le VIX, excusez-moi, je pense au VIX, le SPX, le marché. Donc, le marché qui nous a fait une petite descente, c'était le 15 novembre, donc c'était la semaine dernière. Il y a eu une petite correction absolument anodine, puisque je dirais qu'elle a pesé, elle a pesé même pas 2%, même pas 1,5%. Vraiment une mini correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, il y a eu une petite augmentation de VIX afférente en même temps que cela, le 15 novembre, donc qu'on retrouve ici. Il y avait la fenêtre de tir, on est même monté à un VIX jusqu'à quasiment 15, presque 15 pour aller 14,5. Quand on vient de 9 et qu'on passe à 14-15, c'est quand même une augmentation de 50% du VIX. Il y avait une fenêtre de tir, j'espère que vous l'avez capté, et que du coup, le dégonflage du VIX de ces derniers jours vous a permis de ressortir à bon compte de certaines de vos positions. Sans cela, analyse du marché aujourd'hui, vraiment rien de particulier, si ce n'est, si je prends le SPX, une hausse continue en mensuel du marché américain, du marché action américaine,
sans correction, sans vraie correction, sans anicroche. Donc il y a fort à parier qu'on surfe comme ça jusqu'à la fin de l'année, sachant que cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, on est la semaine de Thanksgiving, donc on aura peu de volatilité, peu de volume, peu d'action cette semaine. Donc le marché américain qui continue de surfer, donc on va le surfer ensemble, on va continuer de faire rouler nos positions et de se repositionner de façon adéquate. Donc ça c'était pour l'analyse VIX. Il y a eu une petite fenêtre de tir. Donc quand il y a eu cette fenêtre de tir, moi j'ai reçu mon mail avec l'alarme. Et ben il faut la réactiver. Alors certains me diront oui, mais pourquoi tu la mets pas à chaque fois? C'est tout simplement que pour le côté pédagogique, moi je le fais parce que c'est comme ça que c'est utile. Et puis ça me permet en même temps de repositionner un petit peu les choses vis-à-vis des moyennes, puisque là j'avais dû le placer de mémoire, j'ai un petit doute, je l'avais dû placer à 11,5 ou 12, un petit peu plus bas que la dernière fois. Là, vous voyez que bon, bah, la moyenne du VIX est aux alentours de 10,5. Donc la moyenne, quelle moyenne? C'est une moyenne sur les... là, on est en quotidien, c'est la moyenne mobile sur les... Je l'ai mise à combien celle-ci? Excusez-moi. 50, pardon, oui. Exponential Moving Average, vous l'avez ici en EMA, sur les 50 derniers jours. Donc, puisque mes trades durent en moyenne, oui, une cinquantaine de jours, c'est la moyenne mobile qui correspond le plus à mes besoins. Et là, on est en dessous de la moyenne mobile, bien en dessous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on commence à être dans la fenêtre, là, qui est au-dessus des 11, 11,5, parce que c'est là que le VIX, c'est une fenêtre, et vous voyez, on est entré dessus, on a eu un petit peu de mal là, elle a été cassée, touchée en haut, redescendue. Donc à partir de 11,5, 12, c'est là qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc là, je vais me mettre à 12 pour aujourd'hui. Et alerte active jusqu'à annulation. Message, envoyer un message email, sujet, alerte VIX. Pour l'instant, rien de particulier, je n'ai pas du tout de notes ou quoi que ce soit à ajouter, à préciser. On va l'activer comme ça tel quel, et s'il faut ajouter quelque chose, on va ajouter un petit message. Donc là, vous ne pouvez pas faire un message vide, il faut quand même laisser une petite marque. Bon, pour l'instant, en l'état, je vais juste réactiver mon alerte VIX en cas de besoin. Sinon, rien de nouveau sous le soleil. Je vous propose de passer directement sur le suivi du portefeuille. Alors pour le suivi du portefeuille, on est maintenant à moins d'un mois de la prochaine échéance. Donc on va regarder les deltas directement. On voit tout de suite qu'on a un put 5 sur Ferrelgaz qui va être exercé. Donc Ferrelgaz, on continue de surfer la position, on continue de la construire. Vous voyez là, il y a même un call 5 qui va bientôt tomber. Il est même, à mon avis, d'ores et déjà rachetable, puisque l'action a un petit peu baissé. Ça fait toujours une trentaine de dollars dans la poche. Je vais pas attendre 3 semaines pour que ce call, soit coupé. Je vais le reprendre et en repositionner à nouveau. Et puis le put 5 ici, je vais le laisser s'exercer. Tant pis, je vais quand même prendre mes 40 dollars. Et puis je vais le laisser tout simplement aller à son exercice et venir compléter, moyenner à la baisse, mon prix d'entrée sur Ferrelgaz. Alors on va aller dans les tangibles. Dans les tangibles, mon call, ici je vais pouvoir placer placer un ordre de rachat. Je vais le placer à 0,5, ce qui x2 me prive de 10 dollars de gain. Or, je suis à 33 dollars de gain pour l'instant pour 42 maximum. Donc il faut que je les rachète à 0,5, sinon je suis perdant. Donc je vais le placer, je vais le positionner tel quel. Il y a même une chance pour que quelqu'un me le prenne peut-être dans la foulée, on verra, peut-être ou pas. Il y a un petit peu de monde là sur le 0,10. On va le laisser faire et peut-être que d'ici le prochain atelier, il sera acté. Comme ça, on va pouvoir se repositionner sur des nouveaux calls, sachant que là, on a un prix d'entrée moyen maintenant sur Ferrel de 10,75. Donc on continue de baisser, dollar après dollar, on continue de baisser et on continue de travailler cette position. Donc le put 5, là, il sera exercé et on va finir, à mon avis, de bientôt remplir le money management de Ferrelgaz. On a encore de la marge, mais on va quand même, un jour ou l'autre, arrêter de compléter cette position. Et ensuite, on fera plus des ventes de call. Alors, ensuite, nous avons le covered call sur FSLR. Oui, covered call sur FSLR, rien à redire. On est en train de terminer ce trade FSLR. On est complètement exerçable, puisqu'on a un call 37,5.
qui est en train d'exercer, qui est en train de réaliser sa performance lentement mais sûrement. Avec la perte de valeur temps, il y a même plus grand chose à récupérer. Vous voyez, il y a 320 de coupons plus 1900, ce qui fait 1200, allez, 2300, pardon. Il y a à peu près 2300 $ à récupérer. Oui, 1900, une vingtaine, 2000, 2300, contre 2200 de gains latents sur la partie action. Alors, je m'étais posé la question, mais je ne sais pas si, on l'avait fait, je crois, au dernier atelier. Je ne sais pas si ce sera possible, et à mon avis, non. Ce sera l'occasion comme ça de sortir de FSLR à bon compte. Mais si je vais chercher, par exemple, des calls, admettons, du mois de mars, là, si je veux faire un roulage de ce call, il faut que je vende quelque chose pour 23,85 $. Alors, 23,85 $, c'est facile, c'est complètement dans la monnaie. Mais vous voyez que vendre des calls pour 23,85 $, bah, c'est compliqué. À mon avis, on est tellement dans la monnaie, il y a aucune possibilité de roulage sur celui-ci pour éventuellement essayer de remonter un petit peu notre point d'entrée. Non, là, même en juin de l'année prochaine, on n'est qu'à 23 $ et on est encore à 37,5 $. Si je voulais, par exemple, remonter ma vente à 40 $ pour récupérer 2,50 $ de valeur intrinsèque, ce serait le coup à jouer, mais là, on est trop dans la monnaie, c'est plus possible. Le delta est à 1, donc la valeur intrinsèque est à 1 également. Donc, très compliqué à rouler à mon avis, c'est l'occasion de sortir. Je vous rappelle qu'on sort de ce trade à notre prix d'entrée. On va récupérer du coup tous les dividendes, tous les coupons des options qu'on a vendues. On fera aucun gain en capital sur une société qui était à 22-23 $ il y a quelques mois et qui est aujourd'hui à 60 $, pour dire à quel point on est en train de miser sur un bon finalement. Éminemment politique, il a été rebondi avec des annonces américaines. Pour autant, ceux d'entre vous qui se sont bien positionnés, et chez Olivier tu en fais partie, un titre à surfer qui aurait été vraiment un cas d'école très instructif dans le portefeuille. Je vous cache pas que ça me fait plaisir d'en sortir pour faire autre chose, parce que FSLR, sans dividende ni rien, ne correspond plus du tout à mes objectifs de cette année. Donc, on va le couper et on fera un ATL, à mon avis, dédié à FSLR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le put 106 sur IEF. Alors, IEF, ce sont les obligations court terme. On n'a pas beaucoup de marge de latitude sur ce genre de put. Pour autant, il est à 106. On risque de se faire exercer. Alors, ce serait pas inintéressant de se faire exercer, mais pour autant, est-ce que ça peut être judicieux de prendre nos 12 $ et de se repositionner, par exemple, sur le mois de janvier, sur le put 106? Il y a un petit peu plus à récupérer maintenant sur le put 106. Il est très agressif, il faudrait le rebaisser au put 105. On va regarder très rapidement, est-ce que IEF vaut le coup d'être exercé en ce moment? IEF qui a du mal à remonter, qui a du mal à repasser la barre des 106 ici, qui est peut-être même encore, vous voyez, mal orienté, qui peut peut-être corriger encore un petit chouïa. Donc, ouais, pour le coup, IEF, on va peut-être la jouer comme ça. Ah, zut. On va peut-être la jouer comme ça. Ça permettrait, si on se positionne au mois de janvier, d'aller chercher un tout petit peu de temps devant nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, janvier, mars. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Mais non, 105, c'est même pas la peine de repousser dans le temps. Les obligations, c'est toujours un petit peu compliqué. Ah, pardon, Olivier, tu me dis que tu as une petite, tu as à nouveau avec AnyMeeting une petite fenêtre de travail. Alors, je comprends pas parce que sur les replays, moi, je l'ai en plein écran. Donc, le replay est bien en plein écran. Si vous regardez les replays ensuite sur YouTube, j'ai bien un plein écran. Donc là, je vois pas. Olivier, éventuellement, si tu sais faire, envoie-moi, s'il te plaît, un imprime écran de ce que tu vois là à l'écran. Comme ça me permettra de voir peut-être avec AnyMeeting s'il n'y a pas un paramètre qui ne convient pas. Parce que sur le replay, moi, j'ai bien un plein écran. Ça marche. On part comme ça et du coup, je parlerai plus à haute voix sur le détail des chiffres et de ce qu'on est en train de faire. Donc, je reviens sur IEF. L'embêtant avec IEF, avec les obligations en ce moment, c'est, vous voyez, on n'a pas fait le détail de l'analyse là des 5 secteurs, mais si on ne regarde que IEF, lui seul, vous voyez qu'à moyen terme, en hebdomadaire,
on est en train de rater le signal d'achat sur IEF. Et en mensuel, on est toujours baissier pour le moment, malgré le fait qu'on est en train de s'appuyer sur les moyennes mobiles qui sont aux alentours de 106. Alors, étant donné le contexte, la faible volatilité, tout le contexte actuel m'invite à la plus grande précaution sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais simplement me priver de 38 $ de gain ici sur le put 106 qui est un petit peu proche de son exercice. Je vais baisser mon delta. On était sur un put 106 échéance décembre avec un delta de 0,43. Je vais me placer sur un put 105 échéance janvier, donc juste un mois plus tard. Un delta divisé quasiment par 2 à 0,25. Et il y a quand même encore la trentaine de dollars à récupérer assez facilement. Donc, on va la jouer comme ceci. Alors, mon put IEF 106 qui est là, on va le racheter 0,40 apparemment. On ne peut pas faire mieux. Donc, on va récupérer notre dizaine de dollars de gain là. On va pas fanfaronner. On va prendre ce qu'il y a à prendre. D'ailleurs, excusez-moi, j'annule ce que je suis en train de faire. Vous voyez que là, je suis à 12 $ de gain latent pour le moment, dont 16 qui viennent d'être gagnés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais sur une moins-value latente de 4 $. Et là, je suis sur une plus-value latente de 12. Donc, je prends ces 10 $ de gain et je repositionne. Ah ok, merci Olivier pour le mail avec ton imprimé écran. Si ça vous embête pas, je vais regarder en temps réel pour vous dire ce que ça dit. Et donc IEF, je renvoie directement avec le put 105. Donc je baisse de 1 $. Je me positionne toujours pour une trentaine de dollars de gain. Et j'abaisse mon point d'entrée si jamais IEF voulait continuer de corriger. Alors, Olivier, tu me dis que le mail est envoyé. Pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas encore reçu. Bon, c'est pas grave, c'est peut-être le temps que la photo, que l'image s'envoie. On regardera un petit peu après, le temps peut-être que je vais voir si le mail arrive. Non, il n'y a pas de raison. Tu me l'as envoyé sur la bonne boîte mail, hein, au passage. Si jamais tu me l'avais envoyé sur la boîte perso, parce que certains d'entre vous utilisent encore ma boîte perso. Non. Non, bah le mail doit être en train d'arriver. Thomas@investisseur-tortue.com pour celles et ceux qui continuent de m'envoyer des mails. Pensez bien à prendre cette adresse-là. Donc, IEF, on repousse, on est tranquille. J'avance sur le portefeuille. Donc, IEF, on l'a coupé. WPM, rien à redire. Prochain delta un peu élevé. Mes calls 27,5, mes covered calls sur HCP. Ils ont le delta qui augmente, pas de souci, c'est normal, ça me va, c'est un covered call. Normalement sur HCP, on va aller vérifier rapidement, c'est de l'immobilier. Sur HCP, on a touché les titres à 27,5. On a pu vendre les calls à 27,5 pour une très belle prime. Et du coup, le titre a l'air de vouloir rebondir un petit peu ces jours-ci. Donc, pas de souci, on laisse aller. Avec un petit peu de chance, c'est un call pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on avait dit? Peut-être qu'on allait avoir l'occasion de toucher les dividendes. Oui, voilà. On verra si on aura les dividendes, si on roule ce call ou si on n'est pas exercé. On pourra aller briguer peut-être le dividende de HCP. Donc, les cover calls, rien à redire. Alors, excusez-moi, j'ai le mail d'Olivier qui vient d'arriver. D'accord, Olivier, je vois ce que tu veux dire. Donc maintenant, en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous avez en fait une fenêtre qui est réduite et il y a un cadre noir autour, alors qu'avant vous étiez en plein écran. Ok, ça marche. Je vois maintenant à quoi ça ressemble. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas la main dessus. Il faudrait que je vois dans mes réglages ou directement avec AnyMeeting si je peux l'envoyer. Oui, tout à fait. Donc du coup, c'était le temps que ton mail arrive parce qu'il y a une image dedans. Oui, vous avez un cadre noir qui n'était pas là avant. Ok. Donc là, en l'état, tout de suite, je sais pas comment vous l'améliorer. Je ne vois pas. J'en fais part à AnyMeeting et je remonte l'information pour améliorer ça dans les plus brefs délais. Je vous pilote ça. Donc si je continue, on a HYG qui a un delta de 0,20, rien à redire, on le laisse aller. Là, on a notre put sur IEF
à 0,25 de delta, on laisse rouler, c'est celui qu'on vient de placer. Mes covered calls sur Altria MO, on est à 0,30, ben, ce sont des covered calls, ils sont à mon prix d'entrée. Je crois qu'Altria a un petit peu bougé ces derniers temps. Rien à redire, il y a encore 150 $ à récupérer de plus-value dessus. On laisse rouler. Donc tous les deltas qui sont au-dessus de 0,21. J'ai le put TLT 123 pour le mois de janvier qui est à 0,21. Extra. Il est en train de vivre tranquillement. D'ici moins de 2 mois, on va pouvoir récupérer l'intégralité de ce put qui était un roulage de roulage de roulage. Donc on le laisse vivre. Il faut qu'on aille au bout de celui-ci. Ou alors si on le roule, il faut vraiment que ce soit rentable. Et si je le fais, donc du coup, vous aurez compris que j'attendrai des conditions de marché volatiles, notamment pour cette partie obligataire qui sera notre rempart, notre défense. Je termine avec Exxon. Exxon dont le delta a un petit peu grimpé. Alors pour l'anecdote, Exxon, on avait fait un trade un tout petit peu plus agressif parce que le Brent, le pétrole, était en train de rebondir. Alors, est-ce que Exxon était sur une belle tendance? Oui, voilà. Exxon était en train de rebondir. Apparemment, on allait peut-être avoir un signal d'achat. En tout cas, il est présent pour l'instant sur le MACD. Il est en train de se manifester. En hebdomadaire, on a apparemment touché la résistance qui se situe aux alentours de 83-84 $. Et nous, avec notre 77,5, on est quasiment sur les points bas d'Exxon de ces derniers mois, on va dire. 77,5 par là. Voilà, par ici. Donc c'est le point bas du mois d'août, août-septembre. C'est également le point bas du début d'année dernière où on a eu un micro-crack. Et si je regarde rapidement le pétrole USO, vous voyez que USO est en train de rebondir en ce moment, carrément rebondir. On est passé il y a à peine quelques mois de 9 $ à quasiment 11,5. Ça fait un rebond de 2,5 sur 9. Il y a eu un rebond d'une trentaine de % quand même sur l'USO. Donc, des tensions sur le pétrole, favorables à Exxon, à USO, à ces sociétés-là qui, du coup, vendent des matières premières. Et je crois qu'on a fait le tour, puisque ce sont les derniers deltas qui étaient un petit peu supérieurs à la norme. Donc, maintenant, on va faire le travail inverse. On va récupérer, on va simplement cueillir les plus-values qui sont déjà réalisées pour faire encore un petit peu de place dans le portefeuille, si nécessaire, sachant que bah, là, on a AWK qui est tombé à 0, qui va échoir dans 3 semaines, mais là, on a 100% de la prime qui est faite. On va attendre gentiment. De toute façon, ça, c'est les échéances du mois de décembre. Il n'y a pas grand chose à gratter. Au pire, on va faire des frais de transaction. On va préférer éviter. Si je regarde sur le mois de janvier, on a HCN qui a bien avancé. On va peut-être pouvoir rouler la position d'HCN. Le delta est à 0,09. On va regarder si HCN, on peut pas lui faire un truc un petit peu plus tranquille. C'est-à-dire qu'on va prendre du gain et on va se repositionner sereinement. Donc là, on était sur le mois de janvier. Est-ce qu'on peut le repousser peut-être au mois de mars? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer ou pas? On était sur le put 62,5. Et si on repousse ce put 62,5 de simplement 2 mois, c'est-à-dire que si je coupe celui d'aujourd'hui et que je me repositionne 2 mois plus tard, en respectant mon delta et autres, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et je me demande même si je vais pas vendre 2 puts 60, c'est-à-dire beaucoup plus bas, pour un gain légèrement supérieur, mais surtout, là, on s'éloigne vraiment, on est bien en dehors de la monnaie, on est quasiment une quinzaine de % en dehors de la monnaie, et on ne fait que repousser notre échéance que de 2 mois. Ça me plaît bien. Alors, on va regarder HCN, parce que le truc, c'est que HCN, moi, il me plaît bien, et j'aimerais bien le capter. Alors, j'aimerais bien le capter sur un de ses points bas, tant qu'à faire. Et on voit que les points bas sont aux alentours de 62,5. 62,5, 60. Ça me plaît bien. Vous voyez, quand le MACD ou les signaux isobourses sont au plus bas, on est aux alentours de 62, 62,5. Là, à l'époque, on était dans les 62, mais c'était une remontée. Et je vous rappelle qu'à cette époque, les moyennes mobiles étaient dans les 57 points. Aujourd'hui, la moyenne mobile est à 67 points. Elle est 10 points plus haut. Les moyennes mobiles mensuelles. Donc, si je garde le put 62,5, je suis sur une bonne ligne d'appui
Ça me convient bien, ça me convient bien. Donc, je vais repousser en fait de 2 mois avec un delta qui me convient, sur un point d'entrée qui me convient, sur un titre qui me convient encore une fois. Donc, pas de débat. On partira sur cette ligne-là. Alors, par contre, j'ai fermé. Excusez-moi, j'ai fermé mon suivi du money management. Et dans le suivi du money management, regardez ce que je suis en train de faire. Là, je vendais un put 62,5 et là, je propose en vendre 2. C'est bien mignon, mais est-ce que mon money management le permet? J'ai 3700 $ à investir en immobilier. Je suis sous-investi en immobilier pour le moment. Donc là, je vais ajouter 6200 $. Ah, c'est trop, ça va me faire trop d'immobilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours? Je regarde mon portefeuille, les échéances. Est-ce que j'ai de l'immobilier qui va tomber au mois de décembre? Non. Est-ce que j'en ai qui va tomber au mois de janvier? Oui, puisque du coup, il va y avoir le put HCN que je vais racheter et repousser. Mais du coup, Simon Properties, voilà. J'ai Simon qui a un delta de 0,04, qui a réalisé 77% de ses gains, donc on n'en était pas encore à cette ligne-là dans les rachats. Mais donc, typiquement, je vais racheter Simon, je vais placer un ordre de rachat dessus, ce qui va me laisser 13 500 $ de marge de place. Excellent, ça va me laisser de la bonne place, le bon oxygène. Le titre a rebondi, je prends ma plus-value dessus, le delta s'est écroulé, donc il y a de l'argent très facile à récupérer ici. Le θ est de 1,4 $ par jour. Il me reste 35 $ à récupérer. On va pas jouer les agressifs ce soir. 123 pour 58, c'est ça, hein, 35. Ben, je vais placer mon ordre de rachat à 35, tout simplement. Comme ça, je verrouille mon gain. Et je devrais être racheté, si c'est pas aujourd'hui, d'ici 1 ou 2 jours pour faire... J'ai rien dit. On est sorti de Simon. Donc on a récupéré 13 500 $, plus les 3 000 qui étaient initialement disponibles, ça me fait 16 000 $. Je peux maintenant, en toute tranquillité, vendre 2 puts HCN. Alors je vais commencer par racheter le premier. Il faudrait que je le rachète 0,25, ce serait une bonne chose. Est-ce que à 0,25, quelqu'un souhaite se positionner? Parfait. Quelqu'un m'a racheté à 0,25. Donc, je me prive de 25 $ de gain sur le trade initial. Et maintenant, sur le nouveau trade, je vends 2 positions dans mon money management. Alors, dans mon money management et aussi dans mon analyse graphique, à mon niveau, hein, vous connaissez mon goût pour l'analyse graphique. Et donc là, je suis apparemment tout seul à 0,90. Donc je vais pas m'amuser à placer des trades dans tous les sens avec les volatilités faibles qu'on a aujourd'hui. J'ai un point d'entrée qui me convient, 174 $ de coupon, ça me convient parfaitement. C'est complètement dans les clous de ce que j'avais programmé. Respecte le money management. On se repositionne tout simplement. Aujourd'hui, on ne fait que se repositionner et récupérer un petit peu de marge parce que là, j'ai ajouté 6 000 $ d'immobilier, mais j'en ai récupéré 13 000. Donc à l'arrivée, j'ai plutôt désengagé encore quelques capitaux. Et vous voyez que vous allez voir petit à petit, d'ici jusqu'à la fin de l'année, on va y aller sûrement mollo et vraiment se positionner au compte-gouttes avec les fenêtres de tir telles qu'on vient de la voir là, telles qu'on l'a vu en début de séance ensemble. Donc, pardon, HCN, on était bon, il y avait de la place dans l'immobilier, c'est apparemment plutôt dans l'obligataire qu'on avait de la place à prendre. Alors, on a récupéré celle-ci, on a Simon qui est tombé, ok, parfait. Qu'est-ce qu'on a qui est bien réalisé? On a donc le put 123 TLT. Ce put 123, c'était un put qui était roulé et qui doit aller jusqu'à son échéance. Vous connaissez ma position sur TLT, on va aller jusqu'à terme avec cette position-là. Le delta n'est pas du tout encore écroulé. Il faut qu'on récupère notre pleine rentabilité pour avoir un historique de trade, pour ceux qui s'en souviennent,
qui soit du coup complètement pertinent. Donc on va aller, on va laisser TLT tranquille pendant 1 mois et demi, 2 mois. Par contre, on a VNQ ici qui a déjà 74% de gains de réalisés et un delta qui est à 0,07. Donc VNQ sur l'immobilier, c'est pareil. On va gentiment positionner les choses pour surfer cette fin d'année sans aucun danger, valider la plus-value de cette année. Moi, je crois que je suis autour des 10-12%. Je ne sais plus exactement, j'ai pas fait les chiffres hier, mais bon, ça va osciller dans ces eaux-là. Si éventuellement j'avais une possibilité sur VNQ, quelle serait-elle? Je laisse. Pardon, excusez-moi. Tu laisses tomber Olivier pour le replay. Là, impossible. Pas de souci. Vas-y Olivier. Si c'est trop petit, je dois régler. Je ne sais pas pourquoi AnyMeeting a fait cette modification. Très bonne soirée à toi. À bientôt. Alors, du coup, est-ce que j'ai quelque chose d'opportun à faire sur VNQ? Pas forcément. J'ai une vingtaine de dollars à récupérer ici. Donc, du coup, je vais sans doute simplement surfer ce trade, le racheter à bon compte. Comme la volatilité est faible, la position sera rachetée, j'aurai l'occasion de refaire quelque chose de plus rentable certainement, parce que là il faudrait que j'aille taquiner les hauteurs 79, 80. J'ai pas très envie d'être agressif aujourd'hui sur l'immobilier, donc je vais simplement positionner un ordre de rachat. Je vais le positionner à 0,20. Alors vous allez me dire pourquoi 0,20? Tout simplement parce que ça va encore me permettre d'avoir à peu près 7 dollars de gain. Et 7 dollars de gain avec un θ qui est à 0,5 dollars par jour, c'est exactement le temps qu'il me faudra pour être dans 2 semaines au prochain atelier, sans doute racheté sur VNQ sans trop d'état d'âme. Voilà, mathématiquement, sous quinzaine, ce trade devrait passer. Et ça me va parfaitement comme ça, sachant qu'il n'y a pas de volatilité aujourd'hui, c'est pas là que je vais rajouter beaucoup de positions. Donc VNQ est placé. Qui d'autre est déjà bien avancé? Non, pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de fruits mûrs à cueillir aujourd'hui. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui à traiter? Aujourd'hui, on va surtout avoir non pas des fruits à récolter, mais plutôt les positions actions qui sont exercées, qu'il va falloir piloter. Alors, où est-ce qu'on trouve ces positions actions? Dans le portefeuille, là, vous venez de me voir l'ouvrir. Vous l'avez en bas. Là, vous avez toutes les en haut sur la partie haute de ce portefeuille où moi je classe par échéance les options. Sur la partie basse, vous allez avoir les actions. Donc les actions, on va retrouver Barrick Gold, Ferrellgas, First Solar, HCP, Altria, Omega Healthcare et du Shai, du placement de trésorerie. Donc ces positions actions aujourd'hui, elles sont sur le portefeuille. Si je vous montre le tableau de bord de mon suivi de money management, c'est notamment ce qui me permet d'avoir aujourd'hui l'équivalent de 190 dollars de dividendes qui tombent chaque mois. Alors c'est une moyenne, c'est lissé parce que les dividendes sont sur des trimestres. Mais j'ai un premier objectif de dividende qui est à 350 dollars par mois. Donc l'idée c'est que les titres en place pour l'instant me permettent d'avancer dans ce sens. Je referai en janvier un atelier dédié à cette fiche de suivi du money management parce que notamment, vous êtes 2-3 à m'avoir reposé la question ces dernières semaines. Il y a l'onglet dividendes dans le suivi de money management qui mérite d'être revisité, réexpliqué. Rapidement, en 2 mots pour ce soir, moi j'ai un objectif de dividende à 350 dollars. Actuellement, on est à 190. Pour avoir 190 dollars de dividendes mensuels actuellement, ça revient à ce que j'ai investi 22 754 dollars de marge sur mes titres. Ça, c'est le petit tableau qui est sur la droite, ici. Et l'encours en actions ici. J'ai 22 000 dollars de marge investie. Et donc, si je fais une règle de 3 basique, 190 dollars chaque mois, pour cela, il faut investir 22 700. Combien faut-il investir de marge pour toucher 350 dollars par mois? Réponse, 41 800. L'intérêt de ce calcul, il est double. 1, c'est simplement de se rendre compte de la marge qu'il faut investir pour toucher un certain montant de dividendes mensuels. 2, et non des moindres,
Aujourd'hui, si j'ai 22 700 $ qui sont investis, qui me ramènent 190 $ chaque mois en dividende, c'est comme si ma marge était placée à 10%. Aujourd'hui, placer de la trésor à 10%, c'est plutôt pas mal si on regarde les offres bancaires. Encore une fois, ceux qui me connaissent savent qu'avec les assurances vie et autres, là où en ce moment on oscille avec mon contrat d'assurance vie entre 8 et 12% de rentabilité annualisée. Merci Macron, merci le Brexit et apparemment dernièrement, merci les chiffres de l'Allemagne. Donc, ces actions qui génèrent des dividendes, quelles sont-elles et comment les travailler? Là aujourd'hui, on va commencer par Barrick Gold, ABX. ABX, il y a 500 titres aujourd'hui qui sont disponibles. On les a touchés à 16 $ avec une vente de put. Et dessus, on a commencé à vendre des calls. Des calls 16, donc c'est un petit peu loin par rapport à la valorisation actuelle de Barrick, qui est plutôt vers les 14. Donc là, on a fait une première cartouche de 2 calls la dernière fois. Bon, il y a un petit ticket à récupérer. C'est pas folichon. Par contre, typiquement, quand il y aura l'alerte VIX, c'est là que je vais venir ajouter des nouveaux covered calls sur Barrick Gold. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien beau de mettre en place des alertes, mais il faut les exploiter. Donc là, typiquement, quand je vais recevoir mon message d'alerte sur le VIX, premier truc que je vais aller regarder, c'est travailler les covered calls ABX. Voilà. Là, vous sauvegardez les modifications. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais recevoir cette annonce, quand on retouchera un VIX à 12, le mail que je recevrai me dira attention, va faire attention à tes covered calls sur ABX. Parce que là, pour l'instant, en l'état, on a récupéré 24 $, mais c'est pas intéressant du tout. Bon, ces 24 $, on les prend. Mais si on avait un VIX à 2 fois ça, à 2 fois sa valeur actuelle, là, ça deviendrait plus intéressant de vendre les 3 calls complémentaires. Donc, ABX, ok, on va le travailler de cette manière-là. Il y a une info que j'ai pas relevée sur ABX, pardon. ABX, on a été exercé et c'est un trade à 8 000 $ actuellement. Or, avec mon money management, là, je fais des trades à 12 500. Ça veut dire qu'il me reste encore 4 000 $ potentiellement à investir là-dessus. Est-ce qu'avec mes tangibles, je peux investir 4 000 $ en l'état? Oui. Actuellement, j'ai 4 700 $ à réinvestir. Donc, comment on va continuer de traiter, de travailler ces positions? Typiquement, en continuant de vendre des options dessus. Alors, Barrick, normalement, il est assez fourni, voilà. Donc, on peut aller regarder, peut-être pas pour le mois prochain, mais au moins pour le mois de janvier. Est-ce qu'il y a des puts intéressants à vendre, sachant que j'en ai pour 4 000 $ encore de marge possible? On va peut-être pas tout consommer d'un coup. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc là, le put 13, par exemple, si je vends un put 13, c'est un trade à 1 300 $. Donc si je vends, admettons, 2 put 13, c'est comme si j'ajoutais 2 600 $ à mon trade. C'est pas mal, mais pour le coup, 2 put 13, c'est pas très rentable du tout. Donc, en tout cas pour l'échéance du mois de janvier, si je vais sur le mois de février, le put 13, 26 $, oui, bon bah pas folichon non plus, mais ça peut être opportun. Le delta est à 0,23. On va regarder quand même rapidement, est-ce que Barrick est bien ou mal orienté? Barrick, vous voyez, est plutôt baissier pour le moment et pas super bien orienté. La mise à jour, elle est faite à hier. Aujourd'hui, Barrick s'échange 14,20 $. Donc 14,20 $, oui, on est quasiment au prix affiché pour le moment. C'est un point bas qu'on retrouvait en fin d'année dernière. C'est un point bas d'un an, quasiment, ouais. Pour autant, on n'est pas super bien orienté. On est pour l'instant aux alentours de 14. Est-ce que c'est opportun, alors qu'on n'est pas très bien orienté, de vendre un put de 14? Bon, le point bas, apparemment, semble être touché, hein. Est-ce que ça fait quelque chose de vendre des puts de 14? Ça peut rapporter une quarantaine de $. C'est un trade agressif, un trade en 2 mois où on ne récupérerait que de la valeur temps. J'ai 4000 de marge. Je peux faire un trade agressif comme celui-ci. Ou alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste avril. Bon, c'est pas très malin, c'est loin. Et le put 13 est pas mieux. Alors pareil,
On retourne sur notre annonce. Il y a de quoi travailler Barrick, mais on ne peut pas aujourd'hui vraiment le rentabiliser. Donc, non seulement, non seulement on va travailler les covered calls sur Barrick, mais on va également ajouter les naked put. Alors on va se marquer 13 ou 14 pour rentabiliser cette position. Quand la fenêtre de tir se présentera, on va travailler Barrick de façon à le rentabiliser en vendant des puts et en vendant des calls parce qu'on a de la marge dans les deux sens. On a de la place en money management, on a de la place en trésorerie, on a de la place en dehors de la monnaie. Il y a de la liquidité au niveau des options. Go. Barrick Gold, c'est traité. Ferrelgaz, FGP. Donc FGP, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les tangibles. FGP, on a vendu des calls, on est en train de réaliser notre performance dessus, on a vendu un put, on continue de travailler cette position. FGP, par contre, ne doit pas avoir beaucoup de put disponibles. Lui, ouais, le prochain, il est à 2,5. Donc, c'est pas vraiment la peine de le travailler en l'état pour l'instant. On va laisser notre put 5 du mois de décembre s'exercer. Et si j'analyse rapidement FGP, qu'est-ce que ça nous dit? Non, la tendance haussière n'est toujours pas revenue. Il y a un signal sur le MACD. Il y a vraiment un gros point bas qui se touche, mais le gérant de la société a du mal à faire ressortir encore la société du rouge. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'on ait un hiver très froid aux États-Unis et qu'ils aient besoin de consommer beaucoup de gaz. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc ça, c'était pour FGP. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à traiter? On a FSLR, on a vu, on va pas se repositionner dessus. Le covered call joue son rôle, on va sortir tranquille. HCP, on a vendu des covered calls dessus. Donc en immobilier, HCP, on a vendu des covered calls dessus. La position est à 11 000 $. Elle a donc bien rempli en l'état le money management. Donc on va pas revendre de nouveaux puts dessus. Il y a un beau premium à récupérer sur les calls. Pour l'instant, la position, elle est rentabilisée. On va toucher les dividendes. On va toucher sur les options. On continue. Altria. Alors Altria, c'est un petit peu particulier parce que moi, c'est une société que j'aimerais garder en portefeuille, Altria, par rapport à toutes les autres. Donc, vous voyez qu'on a une position qui est légèrement supérieure à notre money management, 13 500 $. Les covered calls à 67,5 sont au prix d'achat, sont à mon prix d'entrée sur le titre. L'exercice est dans moins de 2 mois. Il y a encore 150 $ à récupérer. Cette position, elle est traitée. Et le prochain dividende est au mois de décembre. Donc, il y a 66 $ x 200 titres. Il y a 132 $ de dividendes à récupérer, 150 $ de coupons à récupérer. Moi, je trouve qu'en 2 mois, c'est bien. On va rentabiliser Altria. Vous voyez que j'ai une moins-value latente pour l'instant de moins 300. Elle sera intégralement gommée sous 2 mois pour l'instant en l'état, rien qu'avec les dividendes et les coupons. Et on pourra refaire des dividendes et refaire des coupons. Donc, pas de souci, ça me convient parfaitement. MO est traité comme j'ai envie qu'il le soit. Ensuite, on a Omega Healthcare, OHI, on a 200 titres. Alors, je crois qu'OHI a été un petit peu malmené ces derniers temps. Nous, on avait un prix d'entrée moyen à 32,5 et le titre s'est gamellé. Alors, est-ce que OHI, on peut l'analyser rapidement sur Isobourse? Oui, grosse tendance baissière, il y a eu un décrochage. Je ne suis pas allé regarder l'analyse du titre en direct, mais vous voyez qu'on a touché, on s'est appuyé sur apparemment un précédent support qui a été testé plusieurs fois ici en fin d'année dernière. Bon là, ça devait être une erreur de trade en début d'année dernière. Et la dernière fois qu'on avait touché ça, c'était en 2013. Donc là, c'est un support important qui est en train d'être touché, qui est en train d'être malmené. La question, c'est est-ce qu'on va continuer de baisser ou est-ce qu'on va pouvoir rebondir? Bon, le truc, c'est de voir, il faut aller analyser un peu la valeur fondamentale d'OHI. C'est pas le thème ce soir. Mais vous voyez bien que le titre est un petit peu malmené. C'est pas forcément opportun pour l'instant de trop compléter cette position. On va regarder parce que les rates, comme on le dit à chaque fois, il n'y a pas toujours la grande liquidité en option. Qu'est-ce qu'on a? On a du janvier. J'ai du mal à croire qu'avec une petite échéance, on a un put de 26 pour dans 2 mois. Ça fait une petite quarantaine d'euros à récupérer, de dollars à récupérer. Bon, pourquoi pas. Mois de mars, si on descend,
J'ai 5500 $ à peu près, 6000 $ de money management exploitable sur ce trade. Est-ce que je peux l'exploiter de la sorte? Suivi du money management, immobilier. On avait enlevé Simon Properties, on a récupéré 13 000, donc on avait 16 000, quasiment même 17 000. On a ajouté un put HCN, donc on a enlevé 6 000 sur les 17 000, ça nous laisse 11 000. On a encore gratté 11 000 de marge possible sur l'immobilier. Donc si on a 11 000 actuellement de marge disponible et qu'on vend l'équivalent de 5 000 sur OHI pour continuer de traiter cette position, c'est peut-être pas déconnant. On garde encore de la marge. Et donc, prochain point. Si je regarde le point 24, vous voyez, l'entrée sur les 24 $, c'était l'ancienne résistance. C'était une ancienne résistance. Donc moi, pour le coup, ça m'irait peut-être bien de me placer là-dessus. C'est peut-être le prochain point bas. Et le put 24, ici, si j'en fais 2, ça peut faire facilement 70 $ de gain. Ça m'intéresse, sachant que 24 pour 27, on est 3 $, 3 x 4, 12, on est encore 12% d'or de la monnaie. C'est bien, ça me va. On va revendre 2 puts OHI et on va essayer d'aller gratter un petit peu quand même. Alors, on va faire un petit peu de place ici. Ah oui, il est ici. Ça va pas aller. Il va falloir aller de 5 en 5. Voilà, 35, c'est passé. Donc, on complète. Et puis, de fait, j'ai oublié de regarder les calls. Donc, il doit y avoir sur OHI de quoi travailler. Il y a de quoi travailler. Est-ce que... On va peut-être pas vendre des calls pour le mois de mars. Hein. Est-ce que, sur une échéance courte, on peut se permettre, peut-être, de vendre... Alors, vendre des calls 28, c'est un petit peu agressif quand même. Hein. C'est dommage qu'entre janvier et mars, on n'ait rien. Parce que du coup, il m'aurait fallu pile l'entre-deux. Pile poil l'entre-deux. Là, 32, mon point d'entrée, je ne l'aurai pas. 31, c'est somme toute pas très rentable. 30, ça commence à devenir sympa. Ce qui serait bien, c'est du 29 et d'en vendre 2. Est-ce que 29 est une résistance ou est une barrière actuelle? « 29, c'est la précédente cassure. On peut peut-être... Alors, quand j'ai un doute comme ça, on va pas faire dans le compliqué. J'ai envie de rentabiliser la position, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, je vais simplement en vendre un. On fait une demi-position quand c'est comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que si, effectivement, la volatilité venait à grimper, ça veut dire que les marchés baissent. Si les marchés baissent, mon call ne sera pas inquiété. On va prendre directement le gain qu'il y a à prendre. C'est mon put qui va être inquiété. Je pourrais le rouler, je pourrais travailler la position. Pour autant, on s'est mis loin dehors de la monnaie. Et si la volatilité a augmenté, alors on pourra sans doute revendre de nouvelles positions. Donc du coup, on va vendre ce call-là. On va en vendre un, pardon. Et on va se mettre au point médian pour l'instant. Est-ce qu'au point médian, il y a quelqu'un? Peut-être pas. Ouais, là, je suis tout seul normalement. Est-ce qu'on peut récupérer une quarantaine d'euros sur ce trade? Voilà. On va récupérer une petite quarantaine d'euros, à voir si le titre rebondit, si on observe un rebond d'ici là, mais encore une fois, comme je vous disais, on va traiter OHI, on va le, pardon, on va le gérer. Et donc, pour terminer, il me semble, donc le Shai, rien à redire en l'état pour le moment. Je voudrais terminer sur TLT. Puisque TLT, vous voyez que j'ai une position qui a sauté. Et donc, je me retrouve en termes de money management avec ma plus grosse cartouche à placer sur les obligations. Alors, cas de conscience. Est-ce que, comme la volatilité est faible, est-ce que je me place maintenant sur TLT ou pas? Alors, on va voir ce que propose la rentabilité du trade. Qui dit volatilité faible, dit marché-action qui grimpe. Qui dit augmentation de la volatilité, dit marché-action qui baisse. Et donc, de facto, normalement, les obligations qui grimpent. Si la volatilité augmente, les obligations grimpent. Si je vends un put aujourd'hui,
que les obligations grimpent, très bien, je vais pouvoir le racheter à bon compte et en positionner un nouveau avec la volatilité, la nouvelle volatilité qui sera plus importante. Or, j'ai deux positions TLT, une qui vient d'être fermée que je vais devoir repositionner de façon opportune, et celle qui est en cours qui va tomber et qui va mourir de sa belle mort d'ici moins de 2 mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment des possibilités, des opportunités pour traiter ce trade et adapter selon mon besoin. En l'état, si TLT est effectivement bien orienté et que les marchés actions sont en train de grimper, on va se mettre sur TLT sur un bon signal. Les signaux sur TLT aujourd'hui sont autour des 122, 123 $. C'est leur point d'appui. Apparemment, on est en train de réussir là le signal d'achat sur TLT. Peut-être bien, c'est pas encore fait. Mais TLT, comme on l'a dit, vous voyez, il est en train de rebondir dans un canal qui est entre 122 et 128. Donc, je risque de placer un put 122. Alors, sur le mois de janvier, est-ce que ça fait quelque chose ? Sur le mois de janvier, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais le placer sur le mois de mars. C'est un trade de 3 mois et demi. Il sera peut-être acheté d'ici avant la fin. Je vais pouvoir placer ce put 122. Alors, excusez-moi, celui-ci, j'avais dû l'ouvrir pour l'exemple. Et c'était le put mars 120. 120, on est un petit peu plus bas que ce que j'attends de faire des marchés. Donc là, on va aller chercher le 122 et on va le vendre. Ah, si je vends le put 122 pour 122 $, moi je dis pas mal. Il y a un petit peu de monde qui me rejoint. Ça fait pas bouger le cours pour l'instant. On va se mettre à 1,20 $. Les acheteurs sont à 1,10 $, donc il va peut-être falloir aller les chercher un petit peu. S'ils sont à 1,10 $, on va baisser petit à petit. Voilà, 1,17 $, ça me va très bien. Ok. Donc TLT, on a repositionné notre put d'entrée. On n'est toujours pas exercé ni exerçable sur cette position, donc on va la surfer lentement mais sûrement, et elle correspond à notre inquiétude sur les marchés. Si jamais les marchés devaient corriger, on est bien positionné, mais les marchés ne corrigent pas. Les marchés continuent de rebondir, et il n'y a rien de plus pénible que de se retrouver en dehors de la partie quand les marchés rebondissent. Donc, comment ça s'est manifesté dans le portefeuille ? Tout simplement, on a de quoi se repositionner sur les actions et aussi sur l'immobilier, puisque SPG, Simon Properties, était quasiment fini d'être gagnant. Et nous, les obligations et les tangibles, petit à petit, jour après jour, font leur bonhomme de chemin. Ils ne s'écroulent pas du tout, même si les actions continuent de grimper, ils ne s'écroulent pas. La valeur temps joue à notre avantage. Donc, on va continuer de surfer cette position, traiter de façon opportune nos trades, notre marge, et rouler tout ça. Et je voudrais terminer ce soir sur l'analyse Forex de ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'euro-dollar. Je vous disais la semaine dernière, l'euro était en train de corriger, et pourquoi pas de venir s'appuyer sur son ancienne résistance, sa moyenne mobile à 50 mois, autour des 1,17 $. Apparemment, c'est ce qui est en train de se jouer. Donc, soit on avait l'euro-dollar qui était complètement haussier, donc l'euro qui donnait de forts signaux haussiers. Donc, dans nos portefeuilles, ça se manifestait par une exposition nulle au dollar. La correction des dernières semaines nous a fait nous poser la question, est-ce une correction ou le début d'une rebaisse ? Pour l'instant, on ne sait pas. On a simplement remis 1/6 de notre portefeuille en dollars, au cas où. Si l'euro continue de rebondir, alors on recoupera cette position euro-dollar, on se remettra en exposition nulle au dollar. En l'état, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de savoir quid de la France ou des États-Unis, lequel des deux est en train de plus se savonner la planche entre les États-Unis qui annoncent des plans à grand renfort d'inflation, d'impression monétaire et les incitations fiscales, donc le fameux grand plan fiscal de Trump qu'on attend, ce qui devrait donner des signaux de faiblesse apparemment sur le dollar, puisque du coup le dollar serait dévalué, donc signaux haussiers sur l'euro. Très bien. Si vous avez compris que vos portefeuilles sont au moins aux 3/4 investis en euros, c'est parfait. Que vous ne soyez pas perdant sur le taux de change. Vaut mieux payer des intérêts
à 1 ou 2% à l'année sur votre emprunt de devise, mais gagner 5, 10, 15, 20% sur le fait d'être positionné sur la bonne devise. Si on a effectivement un fort rebond de l'euro-dollar, moi je préfère payer 2% d'emprunt pour être baissier sur le dollar et très fortement haussier sur l'euro. Donc vous voyez qu'en fait, suite à ce qu'on avait dit, l'euro est venu chercher son appui autour des 1,17 $, oui, 1,17 $. Ça a l'air d'être du coup l'ancienne résistance qui devient support, et on va voir au fil des prochaines semaines si c'est le cas, et si ça repart effectivement à la hausse, et ben écoutez, on se repositionnera correctement. Vous voyez ce qu'a fait l'euro-dollar, il est venu toucher sa moyenne mobile. Là, on est sur la moyenne mobile à 20 semaines. Il est venu toucher sa moyenne mobile pour peut-être repartir à nouveau vers des plus hauts. Et si on regarde ici, apparemment, on devrait observer un rebond de l'euro-dollar. Rien n'est fait, mais on pourrait croire que l'euro donne des signes de force. Donc attention à vos portefeuilles et à leurs expositions en devises. Voilà. Placez bien votre alerte sur le VIX pour vous positionner quand on aura des nouvelles fenêtres de tir judicieuses pour les options. Pensez à bien piloter votre répartition. Là, vous voyez, typiquement, ça m'a permis de tout de suite me rendre compte que les obligations étaient totalement sous-investies. Avant, j'étais trop investi. Maintenant, je suis totalement sous-investi. Donc, on revient à l'équilibre sur ce trade. Il aura fallu quasiment 1 an pour absorber la chute des obligations avec l'arrivée de Donald Trump il y a, oui, 1 an. C'est l'anniversaire quasiment. On a un petit peu dépassé. Et puis voilà, le portefeuille qui suit son cours, qui passe au travers des méandres d'une année qui a été apparemment fortement haussière. On est sur une tendance de plus de 20% de hausse sur les marchés. Donc, à suivre pour les toutes prochaines semaines qui signeront la fin de l'année 2017 dans les tout prochains ateliers. Et au plaisir de vous retrouver prochainement avec, je l'espère, une fenêtre de lecture de mon partage d'écran qui soit vraiment du plein écran cette fois-ci. Désolé pour cette mise à jour sur AnyMeeting. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur une fonction alternative. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées encore là entre deux ateliers. Et puis, je vous dis à la prochaine. Très bonne soirée à vous. Ciao.